tous, je suis Marie-Noël Dejean, psychologue du développement. Aujourd'hui, on va parler des crises chez l'enfant qui est ultra sensible et on va essayer de se questionner sur comment on peut les anticiper, même si on ne pourra pas toutes les éviter. Voilà, cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui entourent des enfants qui sont hautement sensibles. Ça peut être des parents, des grands-parents, des tatas, tontons, nourrices, cousins, cousines, maîtres, maîtresses, assistantes maternelles. Vous qui les accompagnez au quotidien, qui voyez à quel point ils sont réceptifs au monde qui les entoure et ont parfois des réactions qui peuvent nous sembler disproportionnées par rapport à nos échelles à nous. Voilà, comment on va faire pour ces petits bouts de chou qui sont en crise. Quand je parle de crise, je parle bien des petits pétages de plomb qui peuvent être plus ou moins récurrents. Hein, c'est votre enfant qui a fait sa petite sortie scolaire de fin d'année au mois de juin au zoo et qui, en descendant du car, va vous faire une énorme crise au sol, par exemple, devant toute la foule de parents qui récupèrent son petit bambin. C'est aussi, par exemple, l'enfant qui va à sa consultation annuelle de pédiatre et puis qui se met dans des états pas possibles, au bord d'être malade et de vomir au moment de se faire ausculter. Quoi d'autre comme crise? Ça peut être notre enfant qui, après une journée d'école, on passe à la boulangerie, lui chercher un petit pain au chocolat en plein hiver, le voilà emmêlé dans son écharpe et son bonnet, ses lunettes et pourquoi pas le masque qu'on a eu pendant une partie de nos vies, et qui commence à se déshabiller dans la file de la boulangerie, mais c'est-à-dire jusqu'à enlever aussi son pull, son t-shirt, etc. parce que vous voyez que il est littéralement emmêlé et que ça prend des proportions qui sont pour lui ingérables. Donc je parle bien de ces crises-là, c'est-à-dire de moments où l'enfant il semble complètement saturé, il est hors de lui, il n'arrive plus du tout à se gérer et du coup il va avoir soit des mouvements brusques, soit des cris, des mouvements un peu anarchiques, des réactions qui peuvent sembler inadéquates, traverser la rue, se mettre au sol, etc. alors qu'il semble ne plus avoir l'âge pour faire ce type de choses ou qu'on n'a pas vu le truc venir. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant ? Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'au moment où il y a ce comportement qui peut sembler inadapté, il y a comme une saturation cérébrale. C'est-à-dire que notre petit bout de chou hautement sensible, dans sa journée, il va avoir récolté en termes de sensations, donc tout ce qui vient par ses sens, donc via ses yeux, ses oreilles, son nez, sa bouche, sa peau, et tout ce qu'on ne peut pas palper, ses réactions kinesthésiques, sensorielles, etc., qu'il ne saura pas nommer, lui, dans sa journée, il aura récolté 1 million d'informations, certaines qu'il va essayer de traiter. Donc c'est notre petit bout de chou qui dans sa journée va dire ah c'est quoi cette lumière là-bas, c'est le soleil qui reflète dans une feuille, qui reflète dans la vitre, donc tout ça il va avoir un traitement d'une petite donnée, d'un petit détail qu'il aura vu, mais il y a aussi toutes les infos qu'il n'a pas traitées, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés en masse dans son système et qui se sont accumulés. Vous cumulez à ça toutes les émotions, c'est-à-dire du moment où l'enfant arrive à l'école ou chez la nourrice, il en parle le soir, tout ce qu'il a vécu lui comme émotion, donc dans sa journée il aura vécu une once peut-être de tristesse, colère, peur, frustration, excitation, joie, enthousiasme, mais il aura aussi peut-être absorbé celle des personnes qui l'entourent, qui ne saura pas forcément identifier, nommer et surtout faire la part des choses. Est-ce que ça c'est à moi, c'est une émotion qui m'appartient ou c'est à l'autre? C'est l'émotion de ma nourrice qui a reçu un papier administratif désagréable ou un appel de parents qui ne lui a pas plu. C'est l'émotion des 3 petits bouts de chou qui sont avec moi toute la journée chez la nourrice, qui ont eu peut-être des émotions similaires aux miennes, mais qui ne les ont pas vécues au même moment et à la même intensité. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dans mon petit kiff de mon empilement de cubes, l'enfant d'à côté de moi était en détresse de voir partir son parent. Du coup, je ne sais pas, là, je ressens de la joie ou je ressens aussi de la tristesse et de la peur. D'accord? Donc il faut vous dire que cet enfant qui à un moment est saturé et semble péter les plombs, c'est un enfant qui a eu trop d'informations émotionnelles et sensorielles et à un moment le cerveau il est en rupture, c'est-à-dire il dit bip bip bip, il se met en alerte, je n'arrive plus à gérer du tout cela et là donne des comportements qui peuvent sembler un peu anarchiques.
D'accord? Donc comment on va faire pour anticiper ces moments? Déjà, il faut savoir que nos petits, ils ont besoin d'avoir tous leurs besoins physiologiques respectés pour passer une bonne journée. Mais notre enfant hautement sensible, ça va être décuplé. Comme tout, en fait, il a besoin de plus, tout est plus intense. D'accord? Donc quand je parle de besoins physiologiques, c'est si on peut anticiper, nous, nos enfants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de boire, manger, se réguler au niveau de leur température, c'est-à-dire d'être bien, d'avoir ni trop chaud, ni trop froid, ni prendre trop le vent, ni d'être gêné par l'environnement. D'accord? Ça peut être des lumières trop intenses, ça peut être une chaleur ou une pression atmosphérique qui leur est désagréable. En tout cas, au niveau régulation de température, il va falloir bien connaître cet enfant. Notre enfant, il a aussi besoin de se sentir à l'aise pour bien respirer, d'avoir ses voies respiratoires bien dégagées, de pouvoir se sentir en sécurité, donc pas débordé par son anxiété, et d'avoir des habits confortables. Et donc, on sait que nos enfants hautement sensibles au niveau sensibilité de la peau, c'est très spécifique, hein, que ça soit douleur ou non-douleur ou sensation désagréable. Donc, c'est ces enfants qui ne vont pas supporter le petit truc métallique de la pression, la couture interne d'un vêtement, l'étiquette, n'en parlons pas, l'élastique du jean ou du short, le petit cordon du maillot de bain qui glisse le long de la cuisse et qui va agacer. Ça peut être la petite barre des lunettes qui gêne pour les petites filles, boucle d'oreille, la barrette qui fait un petit appui sur la tête ou le bandeau qui ne cesse de monter, descendre, que l'enfant doit tripoter toute la journée. Voilà, tous nos enfants sont sensibles à ça, mais l'enfant hautement sensible, pour lui c'est primordial pour passer une bonne journée. Il faut qu'il y ait des petites cases de confort à cocher, d'accord? C'est aussi cet enfant qui va avoir besoin d'aller vraiment aux toilettes régulièrement. Et cet enfant, il est perturbé s'il n'y va pas, comme tous nos enfants, mais l'enfant hautement sensible, par exemple, qui n'a pas fait caca depuis plusieurs jours, un petit truc qui lui trottine dans la tête comme ça peut vraiment envahir sa journée, que ce soit sa journée de crèche, halte garderie, école ou nounou ou centre de loisirs ou à la maison, d'accord? Ça tourne dans le petit vélo dans sa tête, ça crée des ruminations et aussi ça crée des sensations physiques désagréables qui peuvent être plus envahissantes que chez un autre enfant. Voilà. Donc comment on va anticiper ça? On va cocher nous dans notre petite tête tout ce qu'on va emmener pour lui sur son chemin. Donc si je reprends l'exemple de la sortie scolaire, vous savez, au mois de juin, parfois les maîtresses proposent d'aller visiter un château ou un zoo ou quelque chose. Et donc dans notre petit sac d'enfant, on va mettre des petits biscuits qui se mangent facilement, qui ne mettent pas du chocolat partout, une gourde d'eau. On peut aussi réfléchir à la température de cette eau. Ça paraît anecdotique, mais on a des enfants par exemple qui ne vont pas supporter si l'eau est trop froide ou si l'eau est trop épaisse ou qu'elle a une texture particulière sans qu'il ait pour autant des troubles de l'oralité. Au niveau sensation, c'est différent pour lui, donc on peut s'entendre avec lui, avec l'enfant le matin, on prépare son petit sac ou la veille avec qu'est-ce qu'on va mettre dans ce petit sac de survie. Comme si vous partiez en randonnée à haute montagne, il faut que votre petit sac soit prêt avec les biscuits, la gourde, un chapeau, des lunettes de soleil. N'oubliez pas que l'enfant sensible est extrêmement sensible à la luminosité, donc il peut être très 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 gêné, que ça soit dans le car ou la visite du zoo, être comme ça toute la journée parce qu'il n'y a pas de store ou qu'il va se retrouver à faire son pique-nique en plein soleil. On peut prendre soit un petit vaporisateur, brumisateur, comme on a là dans certaines marques d'eau là, qui font des petits pchits si l'enfant c'est pas trop désagréable pour lui. On peut aussi mettre une petite lingette réutilisable dans son sac et puis dire à l'enfant si vraiment tu le sens pas bien, tu mets un petit peu d'eau de ta gourde et puis t'en mets partout sur ton visage, dans ton cou, sur tes poignets. On peut emmener un petit objet dans son sac de survie, c'est notre petit objet sécurité. N'oubliez pas que les objets transitionnels, c'est pas que pour les tout petits. Même après 6 ans, on a le droit d'avoir un petit objet de papa, de maman, un petit pas de patrouille ou un petit objet qui nous rassure d'emmener. Des habits particulièrement confortables, surtout si c'est des sorties sur la journée complète. Alors bon, les critères en fonction des enfants peuvent vous sembler inappropriés par rapport à la saison, mais prenez-les quand même en compte parce que le poids de l'habit,
sa texture, sa couleur, la matière en laquelle il est fabriqué, s'il est serré ou pas, bah, tout ça, ça va rentrer dans les paramètres du confort de la journée. On pense aussi aux chaussures qui doivent être faciles à enlever, les chaussettes, là, pas celles qui coincent dans le doigt de pied, les chaussures qui ont des scratchs, le poids des chaussures est aussi important, est-ce qu'elles sont trop lourdes, trop serrées, tout un tas de paramètres que l'enfant saura vous dire que c'est pas celle qu'il faut. Voilà. Au niveau écharpe ou trucs comme ça, on pense surtout à des choses qui sont faciles à enlever, à remettre, parce que l'enfant qui est dans un excès sensoriel a besoin que ça s'enlève vite de sa tête. D'accord? Si je suis dans l'écharpe de mamie qui gratte, qui est en laine et qui fait faut faire 5 tours autour de sa tête, bah, quand l'enfant il va vouloir d'un coup se libérer de ça parce que d'un coup il se sent comme étranglé, il faut pas qu'il ait à faire les 6 tours à l'envers. D'accord? Donc le snood, c'est quand même une belle invention. Donc ça c'est pour les objets qu'on emmène et les besoins physiologiques. Donc on peut aussi penser que l'enfant ait bien été aux toilettes avant de partir, ça semble une évidence, mais parfois au niveau sensoriel, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils ont une petite alerte comme quoi c'est le bon moment pour aller aux toilettes. Donc c'est nous qui pouvons rappeler, tu sais, si tu es dans ton parc où tu fais le jeu et que toi tu as ta vessie qui est pleine, ça va t'encombrer pour profiter pleinement du moment. Donc je te conseille de réessayer d'y aller. Autre chose qu'on peut faire pour anticiper les crises, si c'est nous qui avons la main sur la sortie, c'est-à-dire c'est nous adultes qui l'organisons, c'est de limiter le temps. Par exemple, vous avez prévu une journée en famille à la fête foraine, une journée complète pour ce type d'enfant, ça va peut-être être compliqué à gérer. À ce moment-là, on peut préconiser d'y aller une demi-journée. Et puis, le mois prochain, peut-être, on retournera pour faire les attractions qu'on n'a pas faites. Okay, si c'est la fête foraine, la fête foraine ne dure qu'une semaine dans votre village. Oui, l'enfant ne retournera pas la semaine prochaine. Alors, on anticipe qu'on y va à des horaires où l'enfant, c'est possible pour lui, qu'il n'est déjà pas saturé sensoriellement. Si vous savez que votre enfant, à 18h30, il est en hypoglycémie, il rêve que d'une chose, c'est d'enlever ses habits, se mettre en pyjama, c'est peut-être pas l'heure idéale pour aller à la sortie, ou alors si c'est l'heure idéale pour toute la famille, alors on va anticiper, c'est-à-dire pour notre bout de chou, lui, on va lui emmener le petit sandwich parce qu'il n'attendra pas de manger les frites à 21h, d'accord, que peut-être il ne gérera pas très bien la queue pour aller jusqu'aux frites et puis l'odeur des huiles, etc. Donc nous, on lui aura donné un petit truc en amont pour anticiper ces moments-là. On aura prévenu du départ de la sortie, du fait qu'il devra peut-être faire du repos un peu dans la journée, parce que la fin de journée va être fatigante, d'accord? Et sinon, on essaie quand on peut de limiter le temps, en prévenant bien l'enfant en amont qu'on ne fera pas l'ensemble des activités et autres du parc, parce que justement, ça fait trop pour lui, et que c'est parce qu'on l'aime qu'on ne fera pas toutes les activités, et qu'il y a d'autres familles et d'autres enfants qui ne font pas toutes les activités du parc. D'accord. Pareil, si vous prévoyez une sortie fête foraine un samedi et que vendredi soir vous êtes invité à un barbecue chez des amis, l'enfant faire et le barbecue et la sortie sur le week-end, ça va faire trop. Donc qu'est-ce qui se passe? Peut-être il va bien gérer vendredi, samedi, dimanche, mais alors le lundi, mardi, à l'école et sortie d'école, vous allez payer la fatigue accumulée et l'excès d'émotions et de sensations vécues. Pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut limiter aussi le nombre d'invités. Par exemple, l'enfant veut organiser son anniversaire et veut inviter tous les enfants de sa classe. Et on peut dire, écoute, moi je sais que c'est facile pour toi de gérer, de communiquer et de t'amuser avec 3 enfants, 4 enfants peut-être, c'est vous qui savez. Mais du coup, ce qu'on fera, c'est que là, tu vas choisir ceux avec qui tu as envie de passer ce moment. Et peut-être à un autre moment dans l'année, on invitera d'autres copains, peut-être à l'occasion d'une autre fête, même pas d'anniversaire, mais un après-midi, parce qu'en fait, tu ne pourras pas gérer émotionnellement, sensoriellement et en conversation et passer un bon moment avec un trop grand nombre d'enfants. D'accord ? On peut aussi anticiper pour les grands événements, de montrer des photos, d'expliquer précisément comment ça va se passer. Par exemple, je sais pas, vous allez assister à un mariage, vous partez 3 jours. On peut associer l'enfant dans le projet, c'est-à-dire montrer sur une carte de France où vous allez, expliquer le trajet en voiture, expliquer les péages, là où vous allez payer, etc. Que l'enfant soit associé, que ça baisse un peu son anxiété et qu'il puisse aussi être acteur dans ce projet et donc
mieux le vivre plutôt que vous dire et qu'est-ce qu'on va faire après et à quelle heure on arrive, est-ce que c'est 14h42 ou 14h45 et dans quelle ordre va se passer les choses, combien il va y avoir de personnes, combien de temps ça dure à la mairie, de quelle couleur sont les escaliers. C'est-à-dire il y a des données que vous avez et celles que vous n'avez pas. Ça, c'est aussi apprendre à l'enfant à gérer les événements surprises et les informations surprises qu'on va avoir sur notre chemin. Par contre, celles qu'on a, on va les donner à l'enfant, même si vous, ça semble vraiment excessif par rapport à l'événement. C'est-à-dire que vous avez d'autres enfants dans la fratrie et eux vivent un mariage extrêmement bien, mais vous sentez que pour cet enfant-là, il va falloir mettre le paquet sur les explications, et ben en fait c'est juste qu'il n'a pas les mêmes besoins que les autres enfants, donc on va répondre à ses besoins à lui de ce moment-là. C'est-à-dire vous faites un mariage en juin, il a ces besoins-là, vous en refaites un une année plus tard, et il n'a pas forcément les mêmes besoins. Donc on travaille ça avec l'enfant. Une chose supplémentaire pour anticiper les crises, c'est d'apprendre des tout petits, et je dis bien des tout petits, des 2-3 ans, le décodage des émotions avec l'enfant. Donc ça, j'en ferai peut-être une vidéo vraiment spécifique, mais comment je peux apprendre à mon enfant à observer les émotions chez l'autre, à les reconnaître, à les nommer, à savoir que ce n'est pas les siennes propres et à reconnaître, nommer les siennes.